magnifiques connaissances et cette énergie peuvent-elles venir? Bonjour à vous les furieux, nous sommes en direct de Mestory, la convention geek qui a lieu à Metz le 13 et 14 mai. Je me trouve sur le stand de Kotoji avec Olivier Romac. Donc je suis auteur-illustrateur aux éditions Kotoji et aux éditions Fugambule, où j'illustre principalement des ouvrages jeunesse ou tout public, beaucoup sur le Japon aussi. Très bien. Olivier, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es devenu dessinateur? Oui, moi le dessin c'est une passion depuis que je suis jeune. J'ai arrêté un long moment pour me lancer dans d'autres choses. Bon, je me suis essayé à la musique, après j'ai longtemps travaillé dans l'audiovisuel. Et puis je suis revenu au dessin vers 2008. Et puis le hasard a fait que je me suis retrouvé aux éditions Kotoji en 2011 pour remplacer une auteure qui ne pouvait pas finir son ouvrage. Du coup, Pierre Séry, l'éditeur, m'a demandé de lui faire un ouvrage. C'était à l'occasion d'Angoulême. Il faisait son premier Angoulême, donc je me suis retrouvé avec un temps à peu près. J'avais un mois pour faire un ouvrage. Donc du coup, c'est un peu par hasard que je suis retombé dans le dessin et dans l'édition. D'accord. Et donc tu peux nous parler un petit peu de ce titre particulièrement? Du premier titre là. Du premier titre, alors c'était un air de fantasy. C'était un ouvrage de fantasy, un peu dans le style de Seigneur des Anneaux. C'était un bestiaire qui parlait de dragons, de fées, d'elfes, un truc relativement classique. Pas obligatoirement réussi, c'était correct, mais comme toute chose fait à la va-vite, quoi. Mais c'était mon premier livre, on est toujours content d'avoir un premier livre. Complètement. Et donc ensuite, après, tu as enchaîné avec, je crois que je le vois là-bas. Voilà, c'est ça. Le titre est un peu long. La plus grande cuillère à riz du monde, ou 50 choses utiles et inutiles à connaître sur le Japon. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc alors cet ouvrage, à l'époque, on se posait la question, qu'est-ce qu'on allait faire? Et puis Pierre Séry, dans ses cartons, avait cette idée d'ouvrage de chronique sous Japon qui parlait de la culture, de la société japonaise. Et il n'avait pas de dessinateur, donc il m'a dit, si tu veux, j'ai ça, ça te permettra d'avoir un deuxième ouvrage. Mais il m'a dit, j'ai pas un gros budget, donc je me suis dit, le mieux c'est qu'on parte sur du noir et blanc. Le livre est né comme ça, du coup je lui ai illustré ces 50 chroniques. On est parti sur un style noir et blanc, comme ça, un peu humoristique et un peu influencé par le manga. Donc l'idée est partie de là. Ok, est-ce que tu peux nous parler, donc on fait un petit saut dans le temps, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité toujours chez Kotoji? Alors mon actualité chez Kotoji actuellement, c'est une série jeunesse qui s'appelle Annie Kuma, donc qui va permettre de faire découvrir aux plus petits les différents pays du monde. Donc ça va leur permettre de découvrir les lieux des grandes villes comme Londres, Tokyo, des choses comme ça, de connaître la monnaie, la nourriture, un peu la culture générale de ces pays. C'est vraiment une petite série de découvertes. C'est vrai que donc moi j'ai eu l'occasion de lire celui sur le Japon et celui sur la Chine. Et donc on en parlait avec Pierre parce qu'on a fait un hors-série sur Kotoji, on l'avait rencontré et moi je lui disais, je lui ai posé la question, est-ce qu'il avait démarché justement des écoles? Parce que moi je vois ça typiquement vraiment avec cette ouverture culturelle qui est dans chacun de ses livres. Je me dis pourquoi il faudrait qu'il vraiment démarche les écoles. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une bonne idée. Alors lui, je ne sais pas quelle est son intention par rapport à ça. Moi, en tant qu'auteur, illustrateur, moi je fais déjà les écoles. Donc du coup, avec Brindy, j'ai beaucoup tourné dans les écoles. Et là, j'ai bientôt des interventions en école. Et on m'a déjà demandé des interventions avec Annie Kuma. Donc il suffit de le faire une fois, les instits entre eux parlent et puis il se passe le mot et en général, ça suit. Exactement. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes influences, que ce soit manga ou comics ou franco-belge, je ne sais pas, ou autre, animé peut-être? Alors mes influences, elles sont nombreuses. Moi, au départ, elles viennent un peu de la fantasy. Moi, j'adorais des illustrateurs comme Frazetta, Loisel. Après, moi, en franco-belge, il y a des gens comme Franquin, Hergé, que j'adore. Franquin, moi, je trouve que c'est un génie. J'adore tous les illustrateurs de chez Disney, tous les animateurs, Miko, Frank Thomas, tous les gens comme ça, Glenn Keane, John Lester qui sont des génies. Moi j'ai vraiment des influences très larges. Après j'adore des gens aussi comme Gustave Doré. Après dans le manga, il y a des choses comme Akira que j'ai adoré, Ghost in the Shell.
Puis mais naturellement Miyazaki, obligatoirement. Et donc, là, tu nous parles de titres classiques qui nous interpellent complètement chez Harukiya. Vu qu'Harukiya, pour ceux qui ne le savent pas, pour nos auditeurs, c'est le nom du bar dans lequel se rencontrent au début les personnages principaux de Akira. Donc nous, ça nous parle complètement. Donc là, tu nous cites des œuvres assez adultes, hein, Akira, Ghost in the Shell. Donc ça veut dire que toi, en tant que lecteur, quand tu vas lire du manga, ça sera plus des œuvres adultes du coup? Ou tu as commencé avec des œuvres adultes? Ou tu as fait des séries un peu plus jeunes, shonen, on va dire, ou, de ce style-là? Non, pas obligatoirement. Moi, je peux lire un peu de tout en manga. En général, moi, je suis pas un lecteur assidu de manga. Moi, j'y suis venu parce qu'on m'a conseillé des ouvrages. Moi, je connaissais surtout le manga à travers la Japanimation, comme on dit. Donc, j'avais découvert des œuvres comme Ghost in the Shell, Akira, Cowboy Bebop. Après, le manga, donc BD, c'est plus des gens qui m'ont conseillé d'aller vers certaines séries. Et là, j'ai découvert quand même certaines merveilles. Il y a des choses vraiment superbes. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, on va te laisser terminer. Tu es en pleine dédicace. De quoi déjà? Alors, tu es en train de dédicacer quoi là? Là, je suis en train de dédicacer un de mes ouvrages qui est sorti l'année dernière, Sous le cerisier des souvenirs, qui est un ouvrage jeunesse illustré. Donc là, je fais une petite dédicace. Ok, très bien. Et pour ceux qui veulent retrouver tout ça, on va prendre quelques photos pendant que le monsieur est en action. Au revoir Olivier. Au revoir et merci. À bientôt. Nous sommes là en compagnie du président de Mestory. C'est un plaisir et non moins caché de ma part parce que c'est un ami que j'aime beaucoup et je vais pouvoir vous le présenter. Donc c'est Antoine Thomasien alias Napalm et il va nous présenter un petit peu Mestory. Alors déjà bonjour à tous, oui donc c'est Napalm, le président de Mestory, de l'organisme événementiel Mestory. Donc tu voudrais savoir quoi de Mestory ? Alors mon ami, comment est venue l'idée de faire Mestory ? L'idée de Mestory, c'est l'aboutissement de 11 années dans les conventions, donc en commencement par Animest, puis ce qu'on a créé ensemble, c'est New, et enfin maintenant donc la création de Mestory. Donc l'idée était là de faire une convention professionnelle, voilà, avec de la qualité, des choses autour du e-sport et tout ça. Et à Metz, une ville qui te tient particulièrement à cœur et qui maintenant me tient à cœur aussi. Oh oui, elle me tient à cœur et ça me fait tellement plaisir de te voir là. Et je suis vraiment heureux parce que c'est... Alors là, je sais, je prends un peu de temps, mais Antoine, c'est quelqu'un il y connaît rien en manga. Il y connaît absolument rien. La pop culture manga, c'est pas son truc. Mais c'est un mec qui a un amour de pouvoir créer des événements et de réunir les gens. Et donc là, tu as réuni une équipe incroyable et tu as des partenaires aussi qui sont extra avec qui tu bosses et qui ont amené ça. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter ? Alors ouais, après t'exagères un peu, j'y connais un petit peu quand même. Ouais, un petit peu, oui, c'est vrai. Je connais mes grands classiques. Après, dès qu'on va dans le spécialisé, c'est vrai que là, je suis très vite dépassé. Non, après, au niveau des partenaires, moi, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu certains partenaires qui ont répondu dès le début, donc à savoir la société aux frontières du pixel. Pour toute cette partie jeux vidéo, e-sport, voilà, faire un événement grand dans Mestory, un salon dans le salon, donc c'est ce qui s'est passé. On a ensuite un partenaire, un ami de longue date, Tsume, l'entreprise luxembourgeoise. Voilà, quand on les a contactés et vus, l'idée principale c'était, on rentre dans le salon et dans les 5 premières minutes, ça posait et on savait où on était, voilà, d'une qualité exceptionnelle et en plus ils ont fait un travail extraordinaire. Il y avait toute l'équipe de Tsume qui était là, toutes les personnes qui travaillant chez Tsume sont venues et après toute la partie des scènes et tout. Et j'ai d'autres partenaires nouveaux maintenant qui me permettent d'avoir des invités un peu internationaux et ça c'est un vrai plaisir. J'ai vu que tu travaillais aussi avec tout ce qui va être des associations comme Soe, avec Momi Mangames qui sont super cool. Tu as vraiment des gens autour de toi qui sont vraiment des passionnés. Et qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce concept sur Metz ? Pourquoi Metz ? Pourquoi Metz ? Parce que déjà la ville n'avait pas sa convention.
sa convention de taille. Il existait des événements, mais voilà, il n'y avait pas cette convention à une dizaine de milliers de personnes. Donc voilà, c'est déjà un premier point. Ensuite, c'est un projet initié à la base par la librairie Momi à Metz, qui voulait faire cet événement. Ensuite, parce que maintenant je suis devenu mosellan. Avant j'étais nancéen, donc maintenant je suis devenu mosellan pour venir. Et en plus les lieux, le potentiel on ne se rend pas compte. Mais là pour cette première édition, on n'a simplement pris qu'un seul hall qui fait 7000 m² avec la galerie d'entrée. Et il reste encore 20 000 m² couverts à exploiter, plus 30 000 m² de parking. Donc le potentiel d'évolution de la convention, il est énorme. On a possibilité de faire cette grosse convention dans l'Est, cette locomotive qui va attirer plein de monde et qui va attirer plein de célébrités, plein de youtubeurs, tout ce qu'on veut. Voilà, donc voilà pourquoi Metz. Oui, et effectivement, Rio, donc le trésorier et ami de longue date aussi, m'a fait un peu visiter, m'a montré un peu l'envers du décor, ce qu'il y a derrière. Et effectivement, il y a un potentiel qui amène à... J'avais l'impression, quand je voyais ça, je me dis, mais on peut faire limite, mais plus qu'une Japan Expo, enfin pas plus, mais dans le principe d'une Japan Expo, plus convivial, plus sympa, mais c'est vraiment dans cet esprit-là, et c'est vraiment magnifique. Et donc là, cette année, le pari, j'ai l'impression qu'il est comme gagné. Et qu'est-ce que tu t'attends pour l'année prochaine ? Alors ouais, déjà pour cette année, le pari il est plus que gagné. Voilà, les retours sur Facebook, sur notre Twitter, voilà, sont plus que positifs. Les messages privés, voilà, tout le monde est ravi en fait d'avoir cet événement ici. Et pour l'année prochaine, encore plus grand. Hein, tu me connais, mon ambition pour faire grandir les conventions est sans limite. Je suis un éternel insatisfait. Voilà, donc voilà, si on peut s'étendre, si on peut aller jusqu'à prendre un hall en plus, prendre une salle de conférence en plus, on le fera. Voilà, et toucher encore plus de monde, faire amener au Grand Est l'événement qu'il a besoin pour avoir des invités. Moi, je suis vraiment content d'avoir eu cette année Christopher Judge et Corinne Nemec, quoi. C'est des Stargate. Là, oui, après eux, qu'est-ce que tu vas avoir comme auteur, comme invité ? Parce qu'ils sont énormes, ils sont terribles. Pour une première, les avoir, mais c'est génial. À quoi tu t'attends pour la suite ? Pour eux, déjà, donc cette année, c'est déjà un véritable plaisir de les avoir. Pour l'année prochaine, on est déjà sur des thématiques un petit peu différentes autour de Game of Thrones, Doctor Who. Pour revenir dans 2 ans autour de Stargate, moi, mon grand rêve, c'est de faire venir Richard Dean Anderson. Richard Dean Anderson, on est d'accord ? Richard Dean Anderson, on est d'accord. Tu me disais tout à l'heure en off, bon, je ne le dirai pas là parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises idées, mauvaises surprises et autres, mais effectivement, qu'il y avait certains auteurs que tu n'as pas pu avoir cette année et que la prochaine, tu vas travailler plus en amont pour avoir. Donc, c'est vraiment, tu as vraiment déjà des premiers contacts, tu as vraiment cette démarche aujourd'hui qui va t'amener à encore plus de développement pour l'année prochaine. C'est pas juste un coup comme ça pour dire tiens, j'ai eu ça, peut-être que la prochaine ça va marcher. Il y a vraiment ce truc derrière qui est poussé par des gens qui arrivent même sans te demander, tu me disais. Ouais, le concept il est très abouti dans ma tête. Je veux pas mettre un stand ou un invité pour mettre un stand et un invité. Moi je veux créer une osmose, une zone autour de chacun. Et c'est vrai que pour cette année on a loupé manque de temps et de travail avec les partenaires, mais on a loupé des auteurs japonais, voilà, mais qu'on sait qu'on aura pour l'année prochaine, et des youtubeurs parmi le top 5 français, voilà, tout ça c'est des personnes qu'on a déjà travaillé en amont pour les faire venir l'année prochaine. Et en plus avec le succès de cette édition, le retour des personnalités qui sont déjà présentes, voilà, on a réussi à faire quelque chose sur le long terme, parce que moi j'ai signé quelque chose pour 3 ans avec des années reconductibles ici à Metz Expo, et la volonté de Metz Expo, c'est que cet événement il continue et il vive chaque année avec plusieurs, en tout cas une édition chaque année, et peut-être d'autres événements distincts chaque année. Donc déjà qu'on en prépare un le 28 octobre. Ah oui, là, on va pouvoir vous le donner, effectivement, un peu en avant-première, une très bonne nouvelle de la part de Napalm, parce que c'est vrai que sur le coup, non seulement ils vous présentent des événements comme Metz Story, qui est un événement incroyable, magnifique, qui vous donne le ton dès que vous rentrez avec ce tapis sur le sol, avec Tsume, ces figurines incroyables, cette convention incroyable, et pourtant, c'est pas la seule surprise. Sa surprise, dis-le nous.
Voilà, moi tu me connais, mon grand rêve, quand on a commencé à faire Seignou ensemble, voilà, on avait des rêves. Et là, je suis en train de les concrétiser, c'est-à-dire que le 28 octobre, aux arènes de Metz, je veux faire un grand concert de 3 heures de show sur Générique TV Party, les années 80, les génériques de notre enfance. Voilà, avec le chanteur de Pokémon qui était là samedi à Mestory, qui a chanté en live 2 fois Pokémon sur scène. C'était énorme, avec Bernard Minet, avec tous les trucs autour de... Code Lyoko, XOR, Hamtaro. Il y aura, à l'heure actuelle, on a entre 14 et 17 chanteurs qui ont répondu présent pour cette édition, cette premier concert. Donc on va le faire. On attend entre 2000 et 5000 personnes, donc un minimum de 2000 personnes. Et puis si l'engouement est là, on étendra jusqu'à 5000 personnes. Mais de ce grand concert. Voilà, c'est vraiment ça mon objectif, faire plaisir, me faire plaisir à tout le monde avec ces génériques. Toi, je sais que t'en es un grand fan. Oh mon Dieu, oui. Je sais que déjà de base, il faut que je vienne. C'est horrible, c'est trop bon. Voilà, nous on essaye, ça fait des années qu'on essaye de faire venir Dorothée et tout ça. Donc on est vraiment sur des dossiers pour se faire plaisir, pour faire plaisir à tout le monde et pour rappeler cette génération Club Dorothée. Toi, je sais que si un jour je te ramène Dorothée, j'imagine pas le nombre de fleurs que tu mettras dans son bouquet. Mais je ne perds pas espoir et un jour je l'aurai. Ah non mais Dorothée, c'est la nounou de tous les gamins des années 80 et c'est ma deuxième maman. Voilà. Mais si tu fais ça, effectivement, je pense que tu auras tellement de gens qui te seront reconnaissants parce que tu vends du rêve à beaucoup de gens. Je sais que tu n'es pas du genre à vendre du rêve pour vendre du rêve, tu ne fais pas d'effet d'annonce. Je sais que quand tu annonces des choses que tu fais, c'est que c'est un travail que tu es déjà dessus. Donc là, sur le coup, je te souhaite que tout se mette bien en place là-dessus. Mais est-ce que tu as quelque chose à nous dire en plus par rapport à Mestory ? Est-ce que tu as ce petit quelque chose en plus que tu as envie de partager avec nous ? Mestory, c'est le nom, en fait, c'est la contraction déjà. Donc pour rappeler le nom, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, donc pourquoi Mestory ? Donc toi, tu dois bien... Quand tu es à Metz, tu comprends tout de suite, on est d'accord. Voilà, donc le nom Metz déjà, hein, et puis Tori, donc la porte rouge japonaise qui se trouve sur le plan de haut de Metz, et quand on passe par la 31, on le découvre. Donc c'est Metz Tori, pardon. Et quand on le dit vite, ça fait Metz Story. Et on est en train d'écrire une histoire et c'est vraiment ça que je veux avec Metz Story, c'est qu'on est en train d'écrire une histoire sur le Grand Est, faire quelque chose, amener énormément de personnes, rassembler tout le monde, ce qu'on a déjà commencé. Nancéens, Mosellans, Thionvillois, Luxembourgeois, Allemands et tout. Voilà, qu'on arrive à faire cet événement qu'on a rêvé ensemble. Voilà, on est en train de le faire avec Mestory. Alors là, merci du fond du cœur. Alors je vous invite tous à aller voir les photos, les vidéos que vous avez trouvées sur Mestory. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir des choses incroyables, des danses, vous allez avoir des gens. Il a eu des invités incroyables et je pense que pour l'année prochaine, ça sera d'autant plus impressionnant. Je sais que Napalm n'est pas qu'un éternel insatisfait, c'est un optimiste, un convaincu. C'est quelqu'un qui se bougera toujours pour vous. Donc je vous conseille vraiment de le découvrir, de découvrir ce qu'il a fait avec Mestory. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait sur ses sites, sur Facebook et autres. Vraiment découvrez-le. En tout cas, Napalm, je te remercie du fond du cœur. J'espère que je sais que tout marche bien, parce qu'on est le dimanche après-midi et les gens s'amusent. Et vraiment, je te le souhaite du fond du cœur. Je te dis encore une fois à l'année prochaine pour de plus belles aventures et encore de belles surprises que tu vas nous avoir. Merci, à l'année prochaine. Et comme tu l'as vu, tu m'as vu avec le sourire et ça, tu sais ce que ça veut dire. Je suis avec Cyril de Tsume qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Tsume. Salut tout le monde, Tsume en fait c'est une société qui a été créée en 2010. À la base, nous, on fabrique surtout des figurines, on est connu pour ça au tout départ. Mais c'est pas que ça, c'est plutôt maintenant une société qui gère pas mal de pôles différents, donc notamment figurines, statues. On fait également de l'entertainment, donc production d'humoristes, des fringues haut de gamme, du jeu de société, donc beaucoup de choses en fait. Voilà. Et je vois que tu es venu avec un magnifique stand, déjà une représentation de Terraform Mars avec un cafard géant. Tu nous prépares de très belles surprises, parce que j'ai vu que vous allez présenter de nouvelles figurines, aussi bien Broly que le Chevalier d'Or du Cancer. Et vous avez d'autres projets. Comment vous en arrivez à autant de projets ? Alors, enfin, au tout départ de Tsume, on était une toute petite équipe. Maintenant, aujourd'hui, on est quasiment 40.
donc ça a vachement grandi. La société maintenant elle est réputée pour ses produits et on a la possibilité d'obtenir plus de licences, mais aussi on a une beaucoup plus grosse communauté, on a atteint les 200 000 likes sur Facebook, ce qui est vraiment pas mal. Donc du coup forcément il y a de plus en plus de demandes, donc on a fait grandir l'équipe de manière à pouvoir proposer de plus en plus de produits et essayer d'aller toujours plus loin dans nos projets. Donc c'est vrai que tu parlais de Terraform Mars, on est ici par rapport à Terraform Mars notamment puisqu'on a proposé en avant-première mondiale Adolphe ici sur place. Donc pas l'allemand, hein, le mec bizarre, mais donc le Adolphe de Terraform Mars. Et on a fait un live sur place, sur mes stories. Donc on est très très content d'avoir été accueillis comme ça d'ailleurs ici, parce que moi je suis originaire de pas très très loin. À la base je suis de Med-Service, donc c'est à 30 bornes d'ici. Donc c'est vraiment cool de pouvoir venir juste à côté de chez moi, d'avoir un event de qualité. Donc voilà, l'idée ici pour Tsume en tout cas, c'est de réussir à encore une fois faire rêver les gens en proposant nos produits, mais aussi partager donc les ateliers sculpture comme tu peux le voir. On a des gens qui font du dessin, on a des gens qui sculptent, on a des gens qui font de la peinture. On essaie d'expliquer un petit peu comment on fonctionne pour la création justement du workflow d'un produit en général. Donc voilà, on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, on est ravis, c'est top. Alors là, je suis d'autant plus ravi parce que, petite anecdote, je suis aussi moi-même messin, donc forcément, quand je vois Metz en force, ses enfants, c'est bien, il faut que ça continue. La petite question que je me pose toujours, comment vous choisissez comment vous faites, vous, toi, tout seul, dans ton petit coin, ou qui c'est qui choisit les licences avec lesquelles vous allez nous présenter? Alors de manière générale, les licences, c'est moi. Parce que je suis... Ah, alors là, on va peut-être avoir du gros de la news. Non, mais c'est juste que de manière générale, j'essaie toujours de choisir des licences qui me plaisent à moi en particulier. Après, j'ai une bonne connaissance du marché parce que ça fait quand même 11 ans que je suis dedans. Donc, j'avais une première boîte en France il y a très très longtemps, il y a 11 ans. Et du coup, je connais pas mal le marché et je pense que j'ai une bonne connaissance de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Je te le valide, oui, voilà, moi en tant que vendeur, libraire, je peux te le dire, oui, très bonne licence, très bon choix. Et d'ailleurs en parlant de licence, j'ai vu que vous aviez fait à un moment même des questionnaires sur internet pour poser les questions concernant certaines licences, parce que vous avez ouvert au public leur façon de penser et peut-être pour vous-même, pour plus tard, c'est ça? En effet, on essaye toujours de rester très ouvert et de laisser les gens nous proposer des choses. On a fait plusieurs contests aussi de dessin, potentiellement, pour que les gens puissent proposer des choses. Et on essaye de faire évoluer aussi toujours les produits en fonction des gens. C'est-à-dire qu'on a des retours, et tous les retours intelligents qu'on peut trouver, on essaye de les incorporer au fur et à mesure dans nos sculptures pour avoir le meilleur produit possible. Donc le gros avantage, c'est que maintenant on est beaucoup plus solide. Je veux dire, dans ce domaine-là, on n'est pas très nombreux à être aussi solide. Je pense qu'en fait tous mes employés quasiment sont pas freelance, mais sont vraiment internes. Donc travaillent au Luxembourg, pas très loin. Et j'ai vraiment une grosse équipe. Donc ça c'est vraiment génial. Le savoir-faire reste à l'intérieur. Et c'est toujours la même équipe depuis le début. Donc ça fait que ça consolide aussi vraiment la structure, on apprend à travailler ensemble. Le point fort de cette boîte, je pense, c'est vraiment la passion et le partage. On arrive vraiment à travailler toujours en permanence ensemble et c'est vrai que ça fait des beaux projets au final, quoi. Bon, à quand du City Hunter, du Sailor Moon ou des petites choses comme ça, peut-être, un peu pour s'occuper un peu du côté féminin ou du rétro comme ce que vous avez fait avec du Goldorak et autres? Dans les deux licences que tu as dit, il y en a peut-être une qu'on a acquise. Oh, j'en connais un qui va être heureux d'entendre ça. Et une, peut-être ma femme aussi, pour du Sailor Moon peut-être, ou John pour du City Hunter. Je pense à toi. Alors, en tout cas, je te remercie pour tout. Là, je vois que vous avez fait vraiment une présentation de toutes vos figurines. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui la capacité d'avoir vos anciennes ou vous êtes complètement épuisé parce qu'il y a une telle demande et ce que vous faites est vraiment magnifique? Merci pour la dernière phrase. Ouais, je suis sold out surtout. Donc... c'est génial, mais c'est pas bien. Mais c'est génial. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et donc là, vous allez vous développer, vous allez travailler sur des nouvelles licences. Et vraiment, ce que vous faites est superbe. Et j'espère que vous allez aller loin. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de fin pour le public? Ouais, merci Metz. Je suis hyper ravi d'être ici. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je me disais la FIM pour moi c'était un truc énorme. Je me disais waouh, faire un truc à la FIM c'est un truc de fou. Aujourd'hui on y est, on est dans le hall d'entrée. Donc c'est aussi grâce à Metz Story, c'est grâce à tous les gens qui nous ont fait confiance jusqu'à présent, grâce à notre public et grâce à tout le monde qui s'intéresse à nous comme vous. Donc merci à tous. Après que Nico Atuman ait piqué le micro, je le récupère. Et pour interviewer qui? Pour interviewer Thomas Hulot d'Aux Frontières du Pixel, donc qui s'occupe de tout ce qui est gaming. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Aux Frontières du Pixel, Thomas? Oui, Aux Frontières du Pixel, c'est une société spécialisée dans les événementiels jeux vidéo, gaming et sport électronique. Donc, nous sommes basés à Metz et nous intervenons sur toute la France.
et mettons en place notamment des zones comme celle que vous voyez aujourd'hui sur Mestory, des zones d'animation complètes. D'accord, donc bien évidemment, qui dit Pixel dit jeux vidéo, en tout cas ici. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux qui sont présentés sur Mestory? Alors les jeux présentés sur Mestory, il faut surtout penser en termes de zones, parce qu'aux Frontières du Pixel a eu la charge de la réalisation de toute la partie gaming. Je rappelle que Mestory, c'est une coproduction avec 3 acteurs, l'association Mestory proprement dite, GL Event, et puis aux Frontières du Pixel. Donc au niveau du contenu, vous avez une zone d'exposants professionnels, tels que FDSC, FCC, des écoles, une école e-sport qui va ouvrir prochainement ses portes en région, la Helios Gaming School à Frémin-Merlebac, que je vous invite à aller interviewer. Le stand Co-Gaming, qui est une start-up qui vient de se créer sur Metz, qui est spécialisée dans la mise en relation de joueurs, sur lesquels vous pouvez jouer les uns avec les autres. Et puis après, des tas d'autres partenaires avec des simulateurs de l'audio connecté. Donc voilà, puis j'en oublie certainement et je m'excuse déjà auprès des partenaires en question. Vous avez des zones d'animation associative qui présentent chacun ce qu'elles ont envie de faire, des tournois par exemple au niveau de Lorraine eSport, des jeux musicaux pour les Grilles Cogrogne, de la présentation d'anciens jeux vidéo pour Ludus Academy, voilà. Et enfin, vous avez une zone d'accès libre, donc du free play, ça c'est du classique, vous pouvez découvrir des jeux vidéo qui sont récents, de la réalité virtuelle en passant par de l'ancienne génération ou des bornes d'arcade, des jeux indépendants. Donc ça, c'est tous nos partenaires de studios de développement indépendants basés dans la région ou en dehors de la région qui présentent leurs créations. Et enfin, les moments forts de l'événement, ce sont les finales de Helios Gaming. Alors Helios Gaming, c'est la marque e-sport dont Frontières du Pixel. Helios, c'est un tournoi en étapes qui se déroule tout au long de l'année dans différentes villes-étapes. Chaque participant à ces tournois, qui sont au nombre de 5, Mario Kart, Street Fighter V, League of Legends, FIFA 17 et puis bien sûr Hearthstone. On a choisi ces jeux pour leur côté grand public et leur côté compétitif. Donc les joueurs marquent des points au fur et à mesure des étapes. Et à la fin, ils se sont affrontés dans une grande finale où on a défini qui était le champion Helios. Et comme nous avons vocation avec Helios Gaming aux Frontières du Pixel à créer une passerelle entre le jeu vidéo compétitif amateur, donc l'e-sport amateur, et le monde de l'e-sport professionnel, aujourd'hui vous avez des compétitions pro dotées de 14 000 € de cash prize et où les équipes amateurs qui ont gagné Helios rentrent dans la finale Helios Gaming Pro. Donc en fait le programme est vraiment très dense. Et nous sommes vraiment très ravis de participer à Mestory parce que c'est un vrai carton, ça fait plaisir de voir autant de visiteurs et des gens qui ont vraiment envie qu'une convention de ce genre s'installe dans l'Est de la France. Et nous, on est très heureux de participer à l'aventure. C'est vrai que c'est impressionnant pour une première de voir une affluence telle que celle-là. Et puis donc pour terminer, je voulais poser une question sur l'avenir, on rigolait tout à l'heure, d'Aux Frontières du Pixel, mais voilà, quelles sont vos activités du moins prévues? Alors l'avenir, oui, je le dis en présentant parce qu'effectivement, Helios Gaming et ce qu'a présenté aux Frontières de Pixel a rencontré objectivement énormément de succès. À tel point qu'on n'arrive plus à suivre la cadence de travail. Donc l'avenir pour nous, ça va être passé par une phase de développement de l'entité. Donc on prévoit un déménagement, d'agrandir nos locaux, d'agrandir nos équipes. D'animateurs, de professionnels, de tous les métiers qu'une entreprise a besoin pour se développer. Et ce qu'on envisage, c'est la mise en place de tournois Helios en dehors de la région Lorraine. Donc on a déjà des touches pour mettre en place un circuit en Alsace, pour mettre en place un Helios Gaming peut-être sur Paris. Enfin, voilà, tout ça je spoil un peu, mais le temps nous le dira. En tout cas, effectivement, c'est très favorable et les retours de public sont juste géniaux pour cette édition de cette convention. Et on est vraiment ravis encore d'être là et puis de rencontrer autant de monde qui se veut aussi très familial. Ça, c'était notre vocation, c'est que les familles... En fait, la difficulté pour nous, et ça fait partie de notre cahier des charges, c'est que la famille qui ne connaît rien au monde du gaming ou des mangas ou de la japanimation et ou les plus geeks, hardcore gamers, otaku, que les deux puissent y trouver leur compte et mixer ses publics. Et je pense qu'on a trouvé une alchimie qui permet cette formule parce qu'effectivement on voit les rangs, vous avez de la famille, vous avez du passionné, vous avez du hyper geek, vous avez du gamer, vous avez de l'amateur et en fait ça mixe, c'est dans une très ambiance et on a réussi à réunir toutes les cultures populaires. Ok Thomas, écoute, je te remercie et puis on te souhaite une bonne continuation.
Merci à toi en tout cas pour l'interview. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir?